Alors, bonsoir tout le monde, chers auditeurs et auditrices. Ce soir, en ce 27 avril, nous sommes réunis ce soir pour un sujet très intéressant, le nouveau livre mis à jour par Maître Yves Jolicoeur, Achat et vente d'un condo, tout ce qu'il faut savoir, la deuxième édition. Donc, ça va être très pertinent parce qu'il y a une quantité phénoménale de transactions en copropriété depuis quelques années. Et on est très heureux de vous permettre de pouvoir poser vos questions. Maître Jolicoeur va répondre, va présenter aussi le détail qui se retrouve dans le livre. Donc, c'est une belle soirée en perspective puisque nous avons encore, j'ai deux acteurs intéressants ce soir pour être avec moi. Donc, ce soir, la web radio est une commandite de Wilson et Lafleur qui sont très actifs dans les livres qui traitent de la copropriété au Québec. Alors, c'est une commandite de leur part ce soir et nous sommes très heureux de vous dire déjà d'avance que nous ferons tirer 3 livres au hasard ce soir et qui seront envoyés à nos auditeurs qui auront gagné le tirage à la fin de la soirée. Donc, merci à Wilson et Lafleur. Ce soir, j'ai le plaisir d'être en collaboration avec M. Patrick Iriard, qui est ombudsman de l'OASIC. Alors, bonsoir, M. Iriard. Bonsoir, Mme Couture. J'espère que vous allez bien parce qu'on a plein de choses à jaser ce soir. Ça va me faire énormément plaisir. Parfait. Et Maître Jolicoeur, naturellement. Bonsoir, Maître Jolicoeur, vous allez bien? Très, très bien. Merci, Mme Couture. Merci. Alors, nos invités ce soir sont là pour vous répondre à vos questions que vous pouvez mettre dans le chat comme d'habitude. Et ma première question est à Maître Jolicoeur parce qu'après, je vais venir voir M. Iriard. Mais Maître Jolicoeur, pourquoi on a on avait assez de matière pour republier un deuxième livre? Les choses ont tellement changé puisqu'il était 2014. Qu'est-ce que ça représente comme travail pour refaire une modification sur un livre déjà? Évidemment, Mme Couture, le substrat de base est toujours le même. Transaction, c'est l'achat par quelqu'un qui veut se porter acquéreur d'un bien et qui peut le faire en toute connaissance de cause. Donc, il veut, d'une certaine façon, évaluer la pertinence de l'achat, mais également évaluer le risque à l'achat, parce qu'on parle toujours en matière transactionnelle de la gestion de risque. Il n'y a pas une transaction qui est parfaite, mais on peut certainement limiter les risques associés à une telle transaction. Évidemment, il y a un changement important qui est venu avec la réforme du droit de la propriété, c'est le projet de loi 16. Projet de loi qui a été déposé, comme vous le savez, par la ministre Laforêt. Et dans la volonté ministérielle, c'était de permettre à un acheteur de le faire de façon éclairée. Donc, il y a eu des dispositions introduites dans le Code civil du Québec qui visent exactement cet objectif, c'est-à-dire un droit pour les acheteurs d'obtenir l'information pertinente de la part du syndicat. Et c'est un droit. C'est vraiment important de le dire, c'est un droit. Ce n'est pas facultatif. Les administrateurs sont tenus de rétroagir avec un acheteur. Et également, une autre disposition, on y reviendra également ce soir, c'est 68.1, qui va être, dans le fond, une révolution dans le monde de la copropriété, l'obligation pour les conseils d'administration de donner une position quelconque sur l'état de la copropriété. Donc, l'objectif évident recherché, c'est de permettre l'achat de façon éclairée, ce qui est quand même intéressant parce que cette façon de faire va, dans le fond, valoriser les copropriétés bien administrées et malheureusement dévaloriser celles qui font n'importe quoi, donc une certaine forme de la loi du marché qui est exercée notamment par l'entremise des courtiers immobiliers qui font les transactions. Excellent. Dans la poursuite de ma question, on va revenir parce que vous avez parlé de deux choses importantes. On va y revenir plus tard, les articles de loi 1068.1.2. C'est un grand changement, puis pour le meilleur. Ma question pour M. Iriard, pouvez-vous nous parler de l'OASIC? Je sais que les gens pensent que savent que c'est relié au courtier, mais ça fait quoi exactement? Et combien de membres sont là? Puis parlez-nous un petit peu de l'OASIC.
Ben, écoutez, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui est la version longue de l'OACIQ, en fait, est l'autorité du courtage immobilier. En fait, notre rôle, c'est d'informer et de protéger le public en appliquant la loi sur le courtage immobilier et ce, conformément au mandat qui nous a été confié par le ministère des Finances du Québec. Nous encadrons à toute fin pratique les pratiques des courtiers immobiliers, notamment en les formant et en les inspectant également. Alors donc, dans cette pratique-là, ils ont depuis 2014 un programme de formation continue à subir, à faire sur des cycles de 2 ans. Et présentement, ils ont entre 20 et 24 unités de formation à faire, c'est-à-dire ça correspond à 20 à 24 heures de formation. Bien sûr, les formations, il y en a qui sont obligatoires selon la situation du marché. Et donc, par exemple, quand il y a eu la flambée des prix et tout ça l'an dernier, ben, il y a eu à un moment donné, on a créé une formation parce qu'il fallait absolument donner le ton à certains égards dans la pratique et les façons de faire. Et donc, on a créé une formation pour les courtiers qu'il fallait qu'ils fassent en l'espace de 30 jours. C'est-à-dire qu'ils avaient une formation qu'il fallait qu'ils aillent en ligne, aller la faire, puis ils avaient une bonne heure de formation à suivre qui adressait justement la situation de la surchauffe du marché à ce moment-là, pour leur donner les outils justement pour éviter de se mettre dans de mauvais draps et puis d'être en mesure de bien conseiller leurs clients qui, malheureusement, avec cette situation de marché, avaient tendance à enlever des conditions qui étaient plutôt dangereuses et précaires pour eux. Alors donc, il fallait s'assurer que le marché soit bien protégé de ce côté-là, surtout pour les clients en tout cas, parce que c'est le rôle du courtier, c'est de bien accompagner ses clients. Ils se veulent une valeur ajoutée. Alors, c'est pas tout de le dire, il faut le démontrer, puis il faut être à mesure en même de pouvoir le faire concrètement dans ce contexte-là. J'aime bien, vous avez dit les clients, parce que, corrigez-moi si j'ai tort, mais le courtier peut représenter les deux parties. Non. Le courtier, avec la nouvelle loi, effectivement, qui s'en vient, il va y avoir des modifications à cet égard-là. À partir du 10 juin prochain, ils n'auront pas le droit de faire une double représentation. Ah bon? Alors, la double représentation, c'est dans le cas où, justement, le même courtier se retrouve avec un contrat signé avec le vendeur et un contrat signé avec l'acheteur, et ils sont tous les deux intéressés. En fait, il y a le vendeur, puis l'acheteur est intéressé à la propriété du vendeur qu'il représente déjà. Oui. Alors là, on se retrouve dans une situation où il y a un conflit d'intérêts flagrant où le courtier ne peut pas concrètement et honnêtement, en toute transparence, représenter les deux parties. À partir du 10 juin prochain, il y a un amendement qui a été fait à la loi et ça sera interdit à cet égard-là. Il faudra que le courtier dise à son client acheteur de se faire représenter par quelqu'un d'autre pour que justement qu'il y ait transparence et qu'il y ait une représentation adéquate dans ce contexte-là pour cet acheteur-là. Ah, intéressant, intéressant. J'ai posé la question tout bonnement sans être préparé à me faire répondre ça. Donc, intéressant. Et votre travail d'ombudsman, c'est quoi exactement à l'OAC? Ben, écoutez, déjà en partant d'entrée de jeu, l'organisme a pour objectif de protéger le public et d'ailleurs c'est dans ce contexte-là que ça a été créé. Riche d'une histoire qui date de qui remonte peut-être aux années 50 en fait, même si la loi a changé au fil des années, ça a changé de nom également. Oui. Mais depuis 2010, on s'appelle l'OACQ, donc l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier, avec la loi de l'époque qui a été mise en place en 2010 et qui a subi quelques modifications en 2018. Et parce que dans le fond, les changements se font à tous les 5 ans s'il y a lieu d'améliorer la situation. Maintenant, l'ombudsman, lui, ben, c'est mon rôle en titre d'indépendant ou neutre dans l'exercice de mes fonctions, que dans le fond, les gens peuvent avoir recours à mes services dans le but de, par exemple, ils ont été déçus du traitement d'un dossier suite à une plainte qu'ils avaient déposée, soit au service assistance, au public, ensuite peut-être ça transite avec le syndic, éventuellement ça peut passer aussi par le fonds d'indemnisation du courtage immobilier. Il y a aussi l'assurance responsabilité qui est existante, qui est le FARCIC, le fonds d'assurance responsabilité. Alors tous ces services, ces multiples services, même la formation également, s'il y avait l'ombre d'un doute que la personne se sent maltraitée ou que les protocoles ou les processus n'ont pas été respectés, ben, ils font appel à moi. Ils peuvent aller directement sur le site, ils cherchent l'ombudsman, ils vont trouver un article qui décrit ce que je fais, ce que je ne fais pas, et ils ont accès aussi à un formulaire où ils peuvent justement le compléter et me le transmettre, faisant une demande d'examen.
Alors, bien sûr, la demande d'examen, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que le service a bien été rendu, que les processus, les protocoles ont été bien respectés à cet égard-là et que justement, de valider que tout a été fait selon les règles et dans les règles. Alors, des fois, ce qui arrive, c'est que moi, mon rôle, à partir de là, c'est que je peux faire des recommandations pour améliorer la situation. Bien entendu, je n'ai aucun pouvoir décisionnel, donc je ne peux pas renverser une décision du comité de discipline, je ne peux pas renverser une décision de tout autre comité statutaire qui existe à l'OACQ, sauf que je peux faire des recommandations si je constate qu'il y a lieu qu'on pourrait peut-être améliorer les choses. Parfait, c'est très clair. Merci. Je vous reviens avec plusieurs questions tout à l'heure. Je repasse le flambeau à Maître Jolicoeur dans le nouveau livre qui est très bien, qui est toujours d'actualité parce que tout le monde peut lire ça. Ça se lit facilement. C'est clair. Un beau livre avec en façade un bâtiment construit par Westcliff, un des Symphonia, donc à l'île des Sœurs. Maître Jolicoeur, quels sont les grands changements? On va passer à travers tantôt, mais sur quoi vous vous êtes le plus arrêté avec tout ce qui se passe dans le marché, effectivement, comme M. Riard vient d'expliquer, la flambée des prix qu'on a vécu, etc., etc. Qu'est-ce qui a fait que vous avez modifié des choses, j'imagine, jusqu'à la dernière minute encore, comme tout bon livre qu'on publie? On est dans une dynamique hors du commun. En 2022, on est sorti de 2 ans de pandémie, la pire crise sanitaire que de nos générations on a vécu. Mais avec un marché en pleine ébullition, un marché très, très actif. On voit une flambée des prix, on voit une raréfication de l'offre au point de vue transactionnel et également on fait face aussi à un vieillissement du bâtiment, mais également un vieillissement de la population. Donc, tout ça là, mis ensemble, ça nous amène dans une conjoncture hors du commun. On a un marché particulièrement difficile en assurance pour les syndicats de copropriétaires. On a des augmentations de primes d'assurance assez explosives. On a des franchises d'assurance qui gonflent à une vitesse vertigineuse. Donc, on est réellement dans un marché qu'on n'a jamais connu. Je pense qu'on peut dire que c'est du jamais vu dans le monde de la copropriété de voir tant de changements. Alors, évidemment, l'acheteur comme le vendeur doit s'adapter à cette réalité. S'adapter comment? Bon. Alors, pour un vendeur, lui, c'est de se mettre dans une situation où le reproche ne lui sera pas adressé après la transaction. L'objectif, évidemment, pour un vendeur, c'est de communiquer une information de qualité, mais dans une mesure certaine, parce que il faut comprendre que si vous demeurez dans un logement, dans une propriété de 200 lots, ça va être très difficile pour vous de répondre à des questions qui apparaissent, surtout d'ailleurs dans un des formulaires de l'OACQ à l'itération du vendeur, à des questions qui sont hors de votre contrôle. Bon, notamment, quand est-ce que la toiture a été refaite? Vous n'en avez aucune idée. Peut-être vous avez entendu dire qu'il y a une cotisation spéciale, mais l'information n'est pas de première ligne. Alors, évidemment, avec un bâtiment dont l'âge moyen au Québec est de 30 ans, plus de 30 ans, c'est l'âge moyen de la copropriété québécoise, beaucoup de défis, beaucoup de situations où on va devoir mettre à niveau les bâtiments, beaucoup de cotisations spéciales aussi, parce que qui parlent de travaux, parlent de fonds importants à coût de millions parfois. On fait face également à la sous-capitalisation de fonds de prévoyance. Il y a une étude récente d'ailleurs de l'Association des actuaires du Canada qui démontre, encore là, beaucoup d'immeubles sont sous-capitalisés. Donc, sous-capitalisation du fonds de prévoyance, forcément cotisation spéciale. On a également des cas extrêmes qu'on a vécu, qu'on n'avait jamais vécu. Des assureurs qui se sont retirés du risque, purement et simplement. Des immeubles, plus d'assurance. Je ne vous dis pas qu'on en a tous les jours, mais on en a assez pour en parler ce soir. Donc, toutes ces questions que j'appellerais critiques, qui sont hors de la portée de contrôle du vendeur. Il y a quelqu'un qui doit réguler ça quelque part. C'est qui celui qui va réguler ça? C'est le courtier. Alors, c'est la tête chercheuse. Hein? C'est le missile qu'on va lancer pour aller chercher l'information parce qu'il y a un déficit de savoir chez le vendeur. Bon, où va-t-on trouver l'information? L'information va être entre les mains du syndicat. Mais encore faut-il que le courtier sache ce qu'il doit chercher. Et il ne faut pas se le cacher. C'est une transaction, tant M. Riard que moi, nous enseignons au courtier une formation quand même assez costaud. On parle
Mme Couture, de 4 jours de formation. 4 jours de formation pour les courtiers. Bien, écoutez, il faut que ces intermédiaires de marché soient à l'affût du plus haut niveau de qualité d'information. Puis il faut que ces intermédiaires de marché-là sachent comment fonctionne le droit de la côté. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe en termes d'un bâtiment, ce que j'appellerais le volet de la science du bâtiment. Vous savez, on a aujourd'hui des inspections de façades de bâtiments qui doivent se faire à tous les 5 ans. On a des inspections des tours d'eau, on a des inspections de dalles de garage. Je reviens au courtier immobilier. Lui, il doit colliger cette information-là pour que ça soit fin prêt pour faire d'analyse de la part d'un acheteur. Donc, vous comprenez que le courtier qui est inscrit, il doit donner le plus haut niveau d'information. Il y a des formulaires à l'OASIC, notamment, on en parlera, je n'ai rien en parler, mais qui s'appelle le DRCOP. C'est un formulaire que le courtier inscripteur va faire signer à son client qui veut vendre pour qu'il ait l'autorisation d'aller glaner l'information. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose quand même qui existe depuis plusieurs années. Formulaire qui doit s'adapter à la nouvelle mouture législative. Et de l'autre côté de la ligne, vous avez un acheteur. Vous avez un acheteur qui est pressurisé. Il ne faut pas se le cacher. Là. La transaction, là, aujourd'hui, ça ne se fait pas dans des conditions tout à fait saines. Pourquoi l'acheteur est pressurisé? Parce qu'il y a une demande tellement importante de logements au Québec. Il y a un manque. Et là, il y a des offres, des enchères, ainsi de suite. Alors, il faut que le courtier immobilier, d'un côté ou de l'autre, soit le plus professionnel. C'est un peu le message que M. Royer passe ce soir. Il faut que malgré qu'il y ait tempête, on est au milieu de l'océan, ça terre de tous les côtés, l'eau rentre sur le pont, il y a de l'eau qui rentre dans la cale, et ainsi de suite, puis la transaction va se faire, puis il y a de la pression, puis ça va vite, 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 vite. Beaucoup d'émotions chez les acheteurs qui se sont peut-être fait refuser 2, 3 offres avant. Je le veux, je le veux, je le veux. Il y a quelqu'un qui s'appelle un courtier ou une dame, qui est une femme, un homme, qui doit avoir la sagesse d'amener la transaction au bon port. Dans cette complexité qu'est le monde de la côté. C'est ça la transaction condo. Puis, vous savez, l'ouvrage que j'ai réalisé, d'ailleurs, je voudrais ce soir souligner de la part de M. Richard Lecouf, qui était, dans le fond, celui qui a été, dans le fond, mon second depuis des années dans la rédaction de ces ouvrages. On l'a adressé, Mme Couture, sous forme de questions-réponses. Merveilleux. On pourra peut-être mettre à l'écran la table des matières, là, mais c'est justement, c'est de passer calmement dans son salon à répondre à des questions aussi simples de dire « Est-ce que je suis faite pour être un copropriétaire? C'est pour moi la copropriété? Est-ce que c'est quelque chose qui est dédié? » Donc, il faut dans un premier temps, pour un acheteur, c'est très philosophique ce que je vais vous dire, Mme Couture, de dire « Est-ce que moi, là, est-ce que je suis prêt à partager un immeuble avec d'autres dont je serai propriétaire? » Puis quel genre de copropriété? Là, on le voit, il existe du divi, de l'indivi. C'est quoi les contraintes d'un régime versus un autre? Alors, donc, il y a déjà en amorce un questionnement. Également, quel genre de copropriété vais-je acheter? Vous savez, l'achat dans un centre de villégiature sur le bord d'une piste de ski versus l'achat d'un achat au centre-ville de Montréal, c'est deux mondes, là. C'est deux réalités. On va parler de destination d'immeuble, on va parler peut-être de restrictions à la location. Peut-être que l'immeuble que je suis en train d'acheter, du Airbnb, là, à Montréal, c'est pas possible. Par contre, peut-être qu'à 30 ans, c'est possible. Alors, vous voyez que déjà en partant, on a quelque chose qui doit être regardé. Puis après ça, il y a une déclaration de copropriété. D'ailleurs, on le voit à l'écran ici, cette division d'une déclaration de copropriété. Mais comment là, on me donne un papier, là, un pile de papier, ça a 100 pages. Puis du jour au lendemain, est-ce que le courtier peut dire, mais regardez, M. Jeter, lisez ça, là. Si vous avez des questions, vous me reviendrez. Ça ne marche pas comme ça, le courtage immobilier. Le courtage immobilier, là, c'est quelqu'un, excusez-moi l'expression un peu macho, c'est un tailleur d'habits.
C'est quelqu'un qui a comme client, quelqu'un qui mesure 1,90 m, à qui on ne peut pas vendre un complet pour quelqu'un de 1,35 m. Il ne fonctionnera pas. C'est ça. On ne peut pas dire à cette personne-là que 1,90 m, c'est bon pour 1,35 m. Donc, le courtier, finalement, il doit s'intéresser à son client. Qu'est-ce qu'il veut, mon client? Ah, j'ai un monsieur de 65 ans qui est CPA professionnel, qui n'a pas décidé d'arrêter complètement son activité professionnelle. Il a dit, j'aimerais ça en faire un peu. Ah, ben c'est bien. Je vais m'acheter un condo, puis je vais recevoir quelquefois, une fois de temps en temps, des clients. Ah, c'est mon rêve. Bon, c'est parfait. Mais la déclaration, est-ce qu'elle permet ça? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Donc, le courtier en amont, je reviens à mon tailleur d'habits, il doit connaître les mensurations de son client. Il doit savoir c'est quoi ses attentes, qu'est-ce qu'il va faire. C'est un amateur d'animaux, de compagnie. Oui. Il aime ça. Il y a une meute de chiens de chasse. Est-ce que la meute de chiens de chasse au centre-ville de Montréal va fonctionner? Valérie, vous allez me dire, ben non, ça ne marchera pas, une meute de chiens. Mais peut-être que dans une copropriété horizontale, à Tremblant, sa meute de chiens, il peut l'avoir parce que la copropriété, la déclaration de propriété lui permet. Donc, on a donc des réalités de copropriété horizontales, on en a des verticales, on est dans un régime qui est différent. Donc, c'est une série de questions qui se posent. Et évidemment, aujourd'hui, on est tenté d'aller tout régler. Hein, ce soir, on veut manger une tarte aux pommes. On va aller sur Internet, on va se trouver une tarte aux pommes. Bien, souvent, juste Gabriel l'arrêter, souvent on va se dire, ben, il n'y a pas de souci, je vais trouver ce que je veux sur Internet. J'ai quand même bien acheté un stéréo récemment qui vont livrer ça avec le camion. Ben, pourquoi pas, je ne serais pas capable de m'acheter moi-même un condo à 500 000 $ sur Internet. Ce soir, je vais m'en acheter un. Ben, l'ouvrage, ici, c'est de ne pas dire que vous n'êtes pas capable de faire votre transaction en direct. C'est de dire, bien, si vous la faites en direct, là, prenez le temps de lire ce qu'il y a là-dedans. Prenez le temps de faire ce réquisitoire de questions pour voir, bien, coudonc, c'est peut-être pour moi. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Alors, évidemment, il y en a qui vont dire, mais les courtiers immobiliers ne sont pas tous bons. Bien, prenons pour acquis qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ça, j'en conviens. Mais c'est encore une autre question, un courtier immobilier. Moi, là, je vais voir Mme Couture qui est courtier immobilier pour une bannière X. Et je dis, Mme Couture, je vais acheter un condo. Elle dit, Mme Couture, certainement, je vais vous en trouver un. Et Mme Couture, vous avez vendu combien de condos? Pas réellement. Bon, mais Mme Couture, est-ce que vous connaissez ça? Ben, je ne suis pas sûr que je connais ça. Ben, dans les devoirs déontologiques des courtiers, comme dans tous les devoirs déontologiques de tous les professionnels, qu'ils soient avocats, qu'ils soient médecins, on a toujours un élément en commun dans notre déontologie professionnelle, c'est de refuser des mandats qui sont au-delà de nos compétences. Ben, c'est une chose aussi à vérifier auprès de son courtier. Avez-vous fait une formation taillée sur mesure? Est-ce que vous avez un intérêt? Alors, l'objectif de l'ouvrage, évidemment, c'est de mettre un acheteur, un ouvrage entre ses mains pour avoir une approche critique de son achat, puis d'avoir une approche critique vis-à-vis l'intermédiaire de marché, que ce soit un courtier, mais également envers un notaire. Parce qu'en quelque part, dans ce processus-là, ça va finir sur le bureau d'un notaire. Oui. Et le notaire, monsieur, madame le notaire, connaissez-vous ça des condos? En avez-vous déjà fait des transactions? Vous savez qu'il y a quelques années, le Fonds d'assurance de la Chambre des notaires avait émis un bulletin qui disait qu'un des plus hauts niveaux de sinistralité notariale, c'est l'erreur notariale en copropriété. Il y a d'excellents notaires au Québec en copropriété, puis il y en a qui ne devraient jamais toucher à ça. Ils ne connaissent pas ça. Alors, l'ouvrage, c'est justement le parcours du combattant, d'être en mesure vis-à-vis du professionnel qui soit courtier, qui soit notaire, voire même arpenteur géomètre, de poser les bonnes questions, de faire un achat avisé. Parce qu'il reste quand même une chose, pour la majorité des acheteurs, l'achat d'un bien immobilier, c'est le plus gros achat de sa vie. Oui.
Puis, pour beaucoup d'acheteurs aujourd'hui, c'est des gens qui achètent à la limite de leur capacité économique. Vous savez, la valeur du foncier, là, ça s'est accru, mais pas à la même rapidité que l'augmentation des salaires au Québec. On n'a pas eu 300%. Aujourd'hui, un bien immobilier, c'est souvent acheté à la limite, comme on dit si bien, du crédit. Ben oui, c'est bien. Peut-être qu'on est capable de payer le condo avec une hypothèque de 450 000, mais on n'est peut-être pas capable de payer la cotisation spéciale qui va vous tomber sur la tête de 35 000 dans 6 mois. Celle-là, on ne l'avait pas prévue. Le 35 000, c'est la première parce qu'il y en a peut-être 2 autres qui s'en reviennent. Vous savez, moi, j'ai vu des situations d'appel de charge de plus de 100 000 dans des copropriétés. On ne l'a pas prévu. Vous savez, on peut passer d'un beau rêve, d'un beau projet à un drame humain hors du commun. Tout récemment, je recevais au cabinet des gens qui voulaient s'acheter un terrain dans le Nord, un jeune couple. Et je voyais dans ces jeunes un moment de plaisir. Ils venaient consulter un avocat en amont de la transaction. Ils voyaient, ils voulaient le faire. Mais ils ont juste eu la sagesse de venir consulter. C'était quelque chose d'un peu compliqué. Ben, il faut sortir du volet émotif de la transaction et tellement émotif aujourd'hui à cause de la pression qui sont faites sur les acheteurs, essayer de rationaliser l'achat et l'objectif de l'ouvrage, c'est un peu ça. Mais certainement, ce que je comprends dans votre présentation, oui, mais ça ne nous empêche pas de lire ça avant de commencer le marché. Je veux dire, votre livre, Maître Jolicoeur, là, sérieusement, il pourrait se lire en une soirée facilement. OK? Avec un bon café ou un bon verre de vin, là, on peut passer au travers. Le verre de vin, on peut t'en échapper quelque part. Ça peut virer mal à telle page. Mais blague à part, c'est quelque chose que les gens devraient, et aussi, avant de mettre leur condo sur le marché. Moi, je pense aussi, c'est comme j'ai toujours dit dans mon domaine à moi, la gestion, les gestionnaires, les conseils d'administration, c'est un fit aussi. Le courtier, il faut qu'on se sente bien avec le courtier auquel on va donner justement notre plus gros actif à vendre. On veut faire confiance, on veut qu'il sache bien nous représenter puis bien vendre notre produit. Vendre dans le sens de bien le connaître. Donc, si les gens se donnaient la peine de faire une certaine recherche qui est tout cuit dans votre livre, en sens que je n'ai pas besoin de tourner sur Internet toute la soirée, j'ai juste à le parcourir, puis je vais avoir les bonnes réponses et les bonnes questions, et je vais savoir quelles sont les bonnes questions à poser à un courtier, et si je suis un vendeur ou je suis un acheteur, puis quelles sont les bonnes questions à poser aussi si je suis un acheteur. Parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qu'actuellement, les gens qui achètent ne sont pas au courant dans les copropriétés. Alors, c'est sûr qu'on va passer à travers tantôt plus spécifiquement dans la table des matières. Ma prochaine question est pour M. Iriart. Si je vous parle du DRCOP, parce que c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas rare qu'on voit cette demande-là arriver quasiment en même temps que le notaire. On reçoit les 2 formulaires en même temps. Donc, est-ce que je devrais être apeurée de ça? La collecte d'informations se fait en même temps que quand on passe chez le notaire. Parlez de ça parce que je suis sûre que beaucoup de copropriétaires ne connaissent pas qu'il y a un formulaire obligatoire et qui, quand même, on l'a dit tantôt, il pourrait être bonifié, mais quand même assez solide actuellement dans le marché. Là. Il pourra grandir, mais il y a des bonnes questions qui sont déjà là. En fait, si on parle de formulaires comme tel, il y a effectivement des formulaires qui sont obligatoires, tels que le contrat de courtage copropriété divise ou copropriété par indivision. Il y a aussi la promesse d'achat qui est également le pendant du contrat de courtage, qui est également obligatoire. Il y a aussi la déclaration du vendeur qui a été confectionné suite à à l'origine, il y avait la déclaration du vendeur qui avait été conçue pour les maisons unifamiliales, mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas adapté à la réalité de la copropriété. Et donc, en 2018, on en a rendu un qui était beaucoup plus adapté et qui était vraiment correspondait à la réalité de la copropriété. Alors, tous ces formulaires-là, ils sont obligatoires et si un courtier signe un contrat de courtage avec un vendeur en copropriété, eh bien, ça veut dire automatiquement qu'il y a une déclaration du vendeur qui vient avec. Si le vendeur ne veut pas remplir la déclaration du vendeur, c'est bien dommage, mais il n'y a pas de contrat de courtage.
C'est aussi simple que ça. OK. Par la suite, ce qui vient, c'est bien effectivement la déclaration il y a aussi la déclaration du syndicat, c'est-à-dire le fameux DRCOP, qui est une demande d'information auprès du syndicat, qui a pour objectif de mettre un petit peu plus de la lumière sur justement la gestion d'une certaine façon. Il y a plein de questions dans ce formulaire-là qui vient venir rassurer un acheteur potentiel en parcourant ces éléments-là. Bien souvent, lorsqu'on le remplit en amont, c'est-à-dire on fait une vérification diligente dès le départ qu'on fait le contrat de courtage, c'est dans le but de pouvoir donner des bonnes informations par la suite sur la fiche descriptive. C'est très important d'avoir ces informations-là. Ou alors, si on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'il faut en termes d'informations, eh ben, on se retrouve avec une promesse d'achat conditionnelle à obtenir justement toutes ces informations-là. Alors, si c'est fait d'avance, et que le courtier, avec son vendeur, est capable de préparer un genre de petit fascicule où on a toutes ces informations-là, ça comprend toutes les questions financières, les états financiers, les procès-verbaux des 3 ou peut-être un maximum 5 années en amont, autant les assemblées générales que ceux des conseils d'administration, à savoir est-ce qu'il y a seulement un conseil d'administration ou est-ce qu'on est en face à une copropriété par phase, et peut-être qu'on se retrouve avec 2 syndicats peut-être, et donc 2 déclarations, et donc un double de tout. Alors, toutes ces questions-là, il faut les poser, ces questions-là. Alors, effectivement, le formulaire, le DRCOP, qui, lui, n'est pas obligatoire, il est recommandé. Le formulaire, comme tel, est recommandé. Mais c'est là où on a hâte que le 1068.1, qui lui va un petit peu mettre les choses au clair, parce que lui, c'est dans le fond, on va collecter à peu près les mêmes informations qu'on irait chercher avec le DRCOP, sauf que c'est le Code civil qui va l'imposer au syndicat. Ça va être obligatoire. Il y aura un certificat qui devra être émis par le syndicat pour justement être capable de permettre à un acheteur potentiel, un promettant acheteur, d'acheter en toute connaissance de cause et de savoir ce qu'il achète en fait. Et c'est ça. Puis là, pour l'instant, la seule outil ou levier qu'on a, c'est le 1068.2 qui, lui, est en vigueur présentement et qui permet à un promettant acheteur de demander toute la documentation qu'il a besoin pour faire un choix éclairé, et le syndicat n'a pas le choix que d'obtempérer dans ce sens-là. Bien entendu, le vendeur sera au courant de tout ce qui a été donné à cet acheteur-là, vu qu'on a une promesse d'achat acceptée dans ce contexte-là. Et donc, ça sera important. Bien sûr, il faut quand même respecter un certain côté de confidentialité en termes d'informations personnelles, bien entendu, mais il n'en est pas moins vrai qu'on a les outils pour le faire. Pour faire l'analogie que Maître Jolicoeur faisait tantôt, il nous a amenés en haute mer, il nous a amenés éventuellement vers la haute couture. L'important dans tout ça, c'est que le courtier, il faut qu'il fasse en sorte de garder le cap, si je veux rester dans le même vocabulaire, et de ne pas perdre la boussole à certains égards. Vous êtes drôle. De s'assurer que justement, on se retrouve vraiment à avoir un genre de guide, un Sherpa, si on est dans les Himalayas, et de garder justement le cap et d'amener notre client acheteur à bon port et dans les meilleures conditions, qu'il sache ce qu'il achète. Et donc, c'est vraiment un travail de guide, de conseiller. Il va l'amener à bon port en allant chercher tous les documents qu'il se doit. Alors, donc, c'est ça qui est important dans le rôle du courtier à cet égard-là. Mais ce qui est encore plus important, puis Maître Jolicoeur l'a dit tantôt, il faut savoir à qui on a affaire. Qu'est-ce que c'est qu'il cherche, cette personne-là, en tant qu'acheteur? Il faut qu'il comprenne qu'en sortant de cette maison unifamiliale qu'il a été pendant 25, 30, 40 ans, si on parle de ce genre de clientèle-là, il faut qu'il comprenne qu'il s'en va en copropriété, on est dans une collectivité où il y a des règles. Est-ce qu'on les fait pour vivre en collectivité avec des voisins autour de nous, avec 10 voisins, avec 100 voisins, avec 300 voisins, et où il y a des règles, d'ailleurs, qui est la déclaration de copropriété qui dicte les règles de vie dans ce contexte-là. Alors ça, si on sait déjà en partant que notre client a compris dans quoi il s'en va, ben ça, c'est déjà un gros point. Et là, à ce moment-là, ben, le travail peut se faire de façon positive et concrète. Un autre élément aussi de savoir comment est-ce qu'on choisit son courtier. C'est une très bonne question. Ben, un courtier, ça se magasine comme
faire des entrevues. Lorsqu'on engage quelqu'un pour travailler pour nous, on fait des entrevues. Quand vous engagez quelqu'un pour faire travailler comme gestionnaire chez vous, vous faites des entrevues. On essaie de voir est-ce que il y a comme l'expression franglaise un petit peu, est-ce qu'il y a un bon fit ou pas? Oui. Effectivement. Alors donc, est-ce qu'il a des compétences, ce courtier-là, pour moi? Est-ce qu'il va être capable de me guider dans ce quartier que je veux choisir? Est-ce qu'il connaît bien ce quartier-là? Est-ce qu'il connaît bien la valeur du marché dans ce coin-là? Est-ce qu'il connaît bien la copropriété? Alors, c'est ça, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes des questions très pertinentes pour faire en sorte qu'on va avoir une sorte d'attraction mutuelle et de confiance qui va se bâtir, que le courtier va amener à ce client-là ou la courtière va amener à ce client-là. C'est tout ça qu'il faut bâtir. Je vais revenir tantôt pour vous deux à la formation des courtiers parce qu'on a glissé un petit mot. Mais je pense que c'est important. C'est des professionnels. Ils sont encadrés. Ils ont des formations, vous l'avez dit tantôt et tout ça. Et on va y revenir. Mais j'ai une question qui dit, M. Bourgault nous demande, après 3 ans dans un CA, je n'ai jamais eu écho d'une question d'un agent vendeur. Il croit tout savoir et des fois, il ou elle disent des faussetés comme les frais de condo, etc. Est-ce vraiment réglementé? Je sais que c'est une question un peu, mais des fois, on peut avoir l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu moins diligents. Peut-être que je crois qu'ils ont moins d'expérience en copropriété. Ça ne fait pas d'eux autres des mauvais vendeurs, quoi que ce soit, mais on le dit, vendre un condo en copropriété, c'est comme vendre du commercial en bâtiment. Il y a des permis, tu sais, je veux dire, c'est complètement un autre game, un autre monde. Ben, tout à fait, moi et puis Guy, Maître Jolicoeur pourra renchérir s'il veut. Mais effectivement, vous savez, dans tout métier, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Oui. C'est évident que le devoir et obligation du courtier, en un premier temps, c'est de ne pas seulement prendre pour acquis ce que le client lui dit, le vendeur, dans la déclaration du vendeur. Il a l'obligation et le devoir d'aller valider et vérifier ces informations-là. Alors donc, avant de créer sa fiche descriptive et de s'amuser à dire n'importe quoi, il a une responsabilité de validation. Ça fait partie de son code de déontologie. Alors, s'il ne le fait pas correctement, ben, ça peut lui retomber sur le nez éventuellement. Parce qu'effectivement, il y a un comité de discipline qui existe, il y a un syndic, il y a aussi une assurance responsabilité qui est en place, bien entendu, mais il y a des règles à suivre. Et ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas du n'importe comment, sauf que éventuellement, s'il y a vraiment faute, ben, faut quand même le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et éventuellement, il faut quand même ne pas s'abandonner totalement au courtier. Il faut quand même avoir un minimum de réflexion sur la chose et d'oser poser les questions. Oui. Et de dire, ben, peux-tu me valider telle et telle chose avant d'aller plus loin? Puis ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est louable. Je veux dire, absolument. C'est très gros comme transaction, je veux dire. Oui. Il y a du travail, on paye une commission comme vendeur à notre courtier à laquelle on veut avoir confiance, donc c'est important. Mais, et puis je rajouterais quelque chose, et puis parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais les formations que Maître Jolicoeur a créées de 4 jours qu'on donne aux courtiers, et puis je l'expérimente moi-même avec les courtiers anglophones, on constate qu'ils apprennent parce qu'ils sont comme les grands yeux ouverts, puis ils sont très attentifs à ce qu'on leur dit, et on constate qu'effectivement, ils apprennent. Et ils sont contents d'apprendre parce qu'ils réalisent qu'ils vont être une valeur ajoutée dans l'exercice. Bien, je me mets à la place d'un courtier qui a vendu quelques unités de condo et qui vient faire la formation après, il tombe à la renverse. On se comprend, il apprend énormément de choses parce qu'on pense tout qu'un condo, c'est une maison dans un immeuble, puis c'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas le cas du tout. Puis ça m'amène à la prochaine question sur le chat de Mme Terrien. Maître Jolicoeur, pour un condo neuf, on reçoit souvent la déclaration chez le notaire. Donc, on a acheté, on n'est pas vraiment au courant. On peut bien dire que tout le monde est considéré avoir lu la déclaration, mais s'il ne l'a pas eu avant, il ne sait pas. Et la dame dit alors que j'ai vu des copropriétaires obligés de se débarrasser d'un chien car c'est interdit. Les gens n'ont pas le document en main pour un achat qui est
Puis, le squelette de vie, c'est la déclaration de copropriété. C'est ce qui va dicter les travaux à faire, qui va payer quand, comment, etc. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est sûr que c'est compliqué quand on achète un nouveau bâtiment. En partant, là, on parle souvent des cas malheureux et on passe sous silence les cas qui sont heureux. Hein, parce qu'il ne faut pas se cacher. Il y en a. 80-20. On n'entend pas parler de quelque chose, c'est que ça s'est bien passé. Quand on va au restaurant, les gens sortent avec un sourire, c'est qu'on a passé une belle soirée. Ou il était avec nous. C'est ça. Mais quand on a un commentaire sur un site Internet en disant que les serviettes n'étaient pas très propres, que le plat était froid, on va surtout parler de ça. Alors, on a souvent tendance à aller focusser sur les choses qui fonctionnent pas. Maintenant, il faut être conscient d'une chose, c'est que il y a et ça, je pense qu'on en convient tous, il y en a qui ne devraient pas faire de la copropriété, qui ne devraient pas toucher au dossier de copropriété parce que c'est totalement inacceptable qu'un acheteur reçoive la déclaration de copropriété chez le notaire. Alors, une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, il y a la transaction dans le neuf, on en parle d'ailleurs dans l'ouvrage de Mme Couture de la transaction qui se fait, ce qu'on appelle la vente sur plan, et la transaction qui est celle qui se fait par le copropriétaire de deuxième ou troisième génération à un acquéreur. Dans le neuf, la loi dit, c'est très clair, que le promettant, l'acheteur, doit recevoir avec le contrat préliminaire une copie sous forme d'ébauche de la déclaration de copropriété. Bon, c'est peut-être pas un document parfait, mais normalement, l'ébauche de la déclaration de copropriété devrait lui donner assez de substrat pour dire s'il va de l'avant ou pas. Parce que, vous savez, l'objectif de tout ça, c'est toujours d'avoir un consentement éclairé. C'est quoi l'objectif d'une transaction? Oui, c'est faire l'achat d'un bien, mais je gère mon risque et je le fais de façon la plus éclairée possible. Lorsqu'on parle d'une transaction immobilière dans l'existant, c'est sûr que on ne peut pas recevoir une copie de la déclaration de copropriété la journée de la transaction parce qu'il y a quelque chose qui a dérapé. Écoutez, c'est comme vos chances de gagner là-dedans sont aussi bonnes que le billet de 6,49. Donc, on s'entend qu'il n'y a aucune gestion de risque. Puis, tu sais, je reviens un peu au propos de Mme Laforêt dans son projet de loi. Je me souviens très bien de ses propos. L'objectif au Québec, dans ces 400 000 unités de condos qui existent au Québec, c'est que les transactions qui sont assez nombreuses aujourd'hui, que les gens puissent apprécier le risque. S'ils ne peuvent pas apprécier le risque, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? C'est de donner une mauvaise réputation à la copropriété. C'est de dire, j'ai fait un achat, je me suis fait, dans le fond, flouer, j'ai été obligé de revendre l'unité parce que je ne suis pas capable de suivre, alors que l'objectif d'une transaction heureuse, c'est de dire, mon Dieu, quel bel achat que j'ai fait. Oui, c'est peut-être un peu cher, j'en conviens, mais je suis dans la copropriété du bien-vivre, sur la rue du Paradis, au 7e ciel. Au lieu de la copropriété de l'enfer, je brûle dans mon condo. Alors, c'est un peu, dans le fond, le rôle transactionnel. Puis, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Même si les courtiers immobiliers ne sont pas des professionnels au sens du Code des professions, toute la loi sur le courtage immobilier, sans dire que c'est une copie d'une ordre professionnelle, c'est juste que ce n'est pas le même régulateur. Qu'on se comprenne bien, là, c'est le même esprit, la même déontologie professionnelle, la même notion du bien et du mal qui est sanctionnée par un code de déontologie, parce qu'on tombe toujours un peu dans le bien et du mal. Il ne faut pas se le cacher. Le courtier immobilier qui fait un travail avec un aveuglement volontaire est aussi dangereux que le chirurgien qui opère les deux yeux fermés. Là. On est dans le même scénario. Là. Sauf que la différence, il y en a un qui va rester sur la table d'opération et l'autre va peut-être faire une mauvaise transaction. Peut-être les conséquences sur le physique vont être moindres, mais il reste quand même que ça a tout l'apanage d'une transaction professionnelle et le courtier immobilier, et j'enseigne depuis de nombreuses années au courtier immobilier, c'est des gens et des femmes, ce sont des femmes et des hommes qui veulent le bien. C'est globalement, quand on le regarde, là, on est. Et c'est triste aujourd'hui. Puis je vois souvent de la publicité à la télévision sur des transactions en direct où on ne focus que sur le montant. J'ai sauvé tant de commissions. Ouais. Mais j'ai sauvé tant de commissions, mais j'ai aucun appui. Puis ce qu'on oublie de dire dans ces publicités-là, c'est que si je passe par-dessus les étapes, vous allez peut-être vous abonner à un bureau d'avocat.
peut-être vous faire poursuivre en justice. Alors, l'économie n'en valait pas la chandelle. Parce qu'il y a ça aussi, la notion de déclaration du vendeur. Si le vendeur cache des choses, puis on a rédigé tout récemment une fiche pratique, révisé une fiche pratique sur le vice caché en matière de courrier, une fiche pratique sur le site Condo Légal, qui justement expose le risque associé à la transaction immobilière lorsqu'elle ne se fait pas en toute connaissance de cause. Évidemment, c'est toute la question de découvrir après l'achat quelque chose qui n'était pas adéquatement représenté. Alors, évidemment, ici, on va parler des conditions essentielles de la mise en œuvre de la garantie légale, mais on va surtout parler de deux choses très importantes. La conduite de l'acheteur. Et l'acheteur ne peut pas acheter les deux yeux fermés. La notion de l'inspecteur en bâtiment. Puis justement, le courtier va expliquer à son client, écoute, si tu veux faire un achat éclairé, il y a des choses à vérifier. Puis également la conduite du vendeur, la notion d'honnêteté du bien, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Tout ça paramétré. D'ailleurs, les décisions de la Cour d'appel apparaissent dans ces fiches pratiques. Le plus haut tribunal du Québec est venu paramétrer la conduite des parties dans une transaction. Alors, je reviens quand même au rôle du courtier dans une transaction. C'est justement de limiter pour un vendeur l'éventuel recours en justice pour lequel il va être confronté à payer peut-être 15, 20, 25 000 de frais légaux, sans compter que ça se peut qu'il soit condamné à payer un montant. Est-ce que l'économie en valait la chandelle? La réponse est non. Puis l'acheteur, lui, s'il se ramasse avec un appartement avec des problématiques de structure, est-ce qu'il va être heureux? Parce que la problématique de structure sur le bâtiment, il doit la partager peut-être avec 24 autres personnes, puis ils doivent s'entendre sur des budgets. Vous n'avez pas le contrôle de votre destin quand vous êtes dans une copropriété à l'égard d'un désordre qui affecte les parties communes. Alors, je reviens quand même à cette transaction immobilière, à l'objectif recherché, puis au pourquoi de l'ouvrage. Pourquoi j'ai rédigé cet ouvrage? Pourquoi avec plusieurs collaborateurs, on a mis en œuvre? C'est qu'il n'y a pas d'autres ouvrages au Québec sur justement les outils d'aller vérifier. Quoique, je veux quand même souligner un geste quand même important qui a été posé récemment par l'OASIC et la GCR, la Garantie résidentielle de construction, et le RGCQ. On a mis sur pied, et j'en étais un des participants, on a mis sur pied un guide qui s'appelle « Mon futur condo », que vous allez d'ailleurs retrouver sur le site de l'OASIC. Alors, ce guide-là, c'est justement de façon plus, comme disent les Français, plus light, les éléments à considérer dans un achat pour justement permettre, dans le fond, une information de qualité. Et l'organisme d'autoréglementation avec la garantie résidentielle de construction sont des organismes qui sont là, qui s'inscrivent dans une volonté d'assurer la protection du public. Le RGCQ, nous, on est là pour la saine gestion de la copropriété divise. Alors, c'est en ligne, c'est sur le site de l'OASIC et c'est un outil d'une grande qualité, préparé justement par des gens qui ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. On est là, nous autres, là, pour permettre la transaction immobilière avec la plus grande intégrité. On va parler d'intégrité, on va parler de bien aussi. Aussi, la journée où la transaction ne s'offre plus à l'aveugle, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein, on a le caractère opaque là, aussi du conseil d'administration qui ne veulent pas trop en dire, hein, ils ne veulent pas, dans le fond, dévaloriser, ils vont cacher des choses. Mais la journée, on a l'obligation d'attestation. Et ça s'en vient d'ailleurs, hein, ça s'en vient. Les administrateurs ne pourront plus signer n'importe quoi. Ils vont devoir donner leur juste. Parce que s'ils signent n'importe quoi, ils sont imputables. C'est-à-dire qu'un acheteur va peut-être éventuellement les poursuivre s'il a dupé l'acheteur. Donc, on va avoir une loi très forte. Qu'est-ce que c'est la loi qui s'en vient? Elle n'est pas dans le Code civil, c'est la loi du marché. Ben, la loi du marché, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réguler la bonne copropriété de la copropriété qui est gérée tout croche. Parce qu'à un moment donné, là, les courtiers, quand ils vont voir les outils, là,
entre leurs mains. C'est ce qu'ils n'ont pas depuis des années. Quand les acheteurs vont voir les outils entre leurs mains, ça se peut que ça devienne plus compliqué de vendre la copropriété sur la rue latérale. Ça va peut-être être plus compliqué avec un mur qui est légèrement bombé, avec des fenêtres qui légèrement coulent vers l'intérieur, puis avec une isolation thermique qui est plus ou moins performante, et avec des grosses fourmis charpentières qui se promènent dans tous vos comptoirs et qui sont la résultante d'une association de bois en train de pourrir. N'est-ce pas? Ça va être peut-être plus compliqué. Ça, c'est sur la rue de la Terre, alors que la côté sur la rue du Paradis, qui, elle, depuis des années, on a des administrateurs qui se sont fait critiquer vertement par les propriétaires en disant « Ça coûte trop cher ici, vous nous chargez des frais de condo. » Le voisin sur la rue de la Terrasse, c'est beaucoup moins cher les frais de condo. Ben, peut-être on va tomber dans une dynamique du marché plus positive. Les administrateurs qui ont la main sur le cœur, qui voient une saine gestion de leur copropriété, on va peut-être les applaudir. Et les administrateurs qui agissent comme des brigands pour cacher, camoufler, dans le fond, l'immeuble mal géré, ben, ils vont peut-être trouver le temps plus dur. Alors, il y a un grand pari ici. Il ne faut pas se le cacher. Ça ne veut pas dire parce que les articles de loi vont rentrer en vigueur du jour au lendemain que toute la culture transactionnelle va changer. On va viser également éventuellement, et Mme Coussa, vous savez, vous êtes à la tête d'une association de gestionnaires au Québec, vers une plus grande professionnalisation aussi du gestionnaire. On en parle des gestionnaires dans l'ouvrage. Quand on va arriver à un niveau que j'appellerais plus professionnel, on va avoir un parc immobilier d'une plus grande qualité. Là, aujourd'hui, malheureusement, on focus sur le fait de comprimer les dépenses, que ça coûte le moins cher. Je faisais une assemblée côtière il y a encore 10 jours où une dame dit en pleine réunion, écoutez, vous dépensez 5 % d'augmentation des charges communes. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? C'est une vraie dictature ici. Écoutez, Dixit, il y a 10 jours, une dictature. On ne sait pas ce que c'est une dictature, ils iront en Europe de l'Est, ils sauront ce que c'est une dictature. Mais dans un deuxième temps, je dis, madame, le 5 % là, c'est la provision pour le fonds d'auto-assurance. Là, vous êtes en train de me dire un jeune homme de 30 ans qui va mettre de l'argent dans son REER, il va dépenser de l'argent au lieu de dire que le jeune homme de 30 ans, il investit dans son futur. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ouais, mais vous êtes avocat, vous avez des mots, vous savez comment tourner des choses. Non, madame, le toit, là, il est à vous. Il n'est pas à moi, ce toit-là. C'est votre toit. C'est le toit de votre voisine. Puis le toit, malheureusement, il ne cicatrise pas tout seul. Alors, je vous dirais qu'il y a une grande éducation populaire. Puis le rôle du courtier aussi à travers ça, ben, c'est justement, et je le dis assez souvent, c'est comme aller voir un médecin. Il y a 2 types de médecins. Médecin où ça va durer exactement 2 minutes 25. Vous avez déjà la prescription à vos mains, puis il vous salue à peine s'il vous dit bonjour. Ou vous allez voir le médecin de famille qui va dire « Monsieur Jelka, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne année? Hein? Je pense que vous prenez un peu trop de vin, il me semble, dans votre consommation. » Puis, qui va s'intéresser à vous. Bien, dans des courtiers, moi, j'en connais des femmes puis des hommes, là, ça a la main sur le cœur. Puis, ils ont à cœur leurs clients, puis ils sont fiers de faire une bonne transaction, qui me disent des fois, mais Jelka, vous savez, j'ai des collègues qui sont moins la main sur le cœur. Et généralement, ces courtiers, à travers les années, c'est eux autres qui vont avoir une excellente réputation, qui vont être recherchés. Bien, l'ouvrage, justement, que j'ai réalisé, c'était justement pour mettre en perspective les éléments à considérer dans la transaction pour qu'on ait un véritable guide. Puis, ce qui a été fait par l'OSC GCR également, bien, au moins, c'est l'amorce. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va se payer un ouvrage à 24,95, mais au moins, on a un gratuit. Peut-être que ça va les amener, d'ailleurs, il est annoncé dans ce fascicule-là, peut-être les amener à monter 2-3 marges de plus, puis d'aller peut-être à un niveau de savoir. Puis on a également, sur le site Condo Légal, réellement mis beaucoup d'énergie à vulgariser, à expliquer le rôle. Et moi, j'espère que cet effort-là va porteur pour les prochaines générations d'avoir quelque chose qui soit bien structuré, sa transaction complète.
Bien, vous savez que de plus en plus que les choses s'organisent mieux dans le sens des lois. Vous savez, la copropriété à 50 ans au Québec, c'est jeune. Les gens vont, je pense, continuer de plus se documenter. Ce soir, on fait tirer trois livres, donc on va rendre 3 personnes heureuses. Et on espère que quand ils l'auront lu, ils pourront le partager avec un autre copropriétaire ou un autre de leur famille qui dit hey, je vais m'acheter un condo. Tiens, j'ai fini le livre de Maître Jolicoeur, je te le donne, passe-le à l'autre, passe-le à l'autre. Parce que c'est effectivement, tout passe en copropriété par la compréhension, je ne dis pas de connaître tout, mais de la compréhension de la vie en copropriété. Et il faut se le dire, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un modèle d'habitation très accessible, mais je dis très accessible, mais c'est accessible, mais ce n'est pas pour tout le monde de vivre en copropriété. Et il faut savoir avant d'être en train d'emménager nos meubles que faut déjà le savoir, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux quand ça me tente, puis dans mon unité, etc. J'ai une question, là, il est déjà 57. J'ai une question pour M. Iriart. Comme membre du CA, j'ai eu à remplir des documents, soit pour un courtier ou un notaire, parfois les deux, pour une même transaction. Ne devrions-nous pas avoir un formulaire pour les deux? J'avoue que la question est intéressante parce que c'est sûr que c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, pour ne pas dire presque les mêmes questions. Et moi, j'ai toujours peur quand je reçois un questionnaire de notaire puis qu'il y a 4 questions. Je fais comme « wow ». Je suis un petit peu, moi, je suis un formulaire, on a fait un formulaire maison qu'on remplit au complet. Mais la question de M. Corbeil est très, très bonne. On ne devrait pas faire un seul formulaire pour les deux? Parce que les questions sont sensiblement pareilles. Oui. Éventuellement, 1068.1 va peut-être régler une fois pour toutes ce problème-là. Parce que dans le fond, ce fameux certificat qui devra être émis par le syndicat va rejoindre toutes ces questions-là à toute fin pratique. Alors donc, en attendant, il y a le DRCOP que les courtiers utilisent. Et bien sûr, on va me poser la question, oui, mais si j'ai pas de courtier, effectivement, il y aura d'autres formulaires qu'il faudra peut-être envisager. Parce que le DRCOP est un formulaire de l'organisme et donc qui est utilisé par les courtiers eux-mêmes. Mais si on arrive à, et je ne veux pas utiliser le mot éduquer les gens, mais de faire en sorte qu'ils apprennent de lire des livres de Maître Jolicoeur, de livres tout recueil qui, dans le fond, a pour objectif d'améliorer les connaissances et les compétences des gens, c'est ça le but. Sur le site du RGCQ, il y a plusieurs modèles de formulaires ou de choses qu'on peut utiliser qui aident les gens justement. Alors pour ceux qui sont membres du RGCQ, ils ont accès à ces choses-là. Puis entre autres, tous les formulaires de l'OACQ sont là en fait pour au moins s'en inspirer ou en prendre connaissance, ne pas être surpris quand ils arrivent pour les avoir vus au moins une fois dans sa vie. Au moins, surtout lorsqu'on vit en copropriété, on peut être inspiré de ces choses-là. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est peut-être pas la formule idéale, mais la formule idéale qui va arriver, c'est par le biais de 1068.1. Et je pense que Yves Jolicoeur est d'accord là-dessus. Peut-être pour rétroagir sur ce que M. Iriart dit, il faut également savoir que dans la ligne de temps, la DRCOP est généralement remplie au moment de l'inscription. Alors, vous imaginez que si on fait l'inscription en juin, on transige en septembre, il peut y arriver bien des choses entre juin et septembre. Notamment, ça se peut que le 31 août, le syndicat a perdu sa couverture d'assurance. Il y en avait là, quand le DRCOP était souscrit, il n'y en a plus. Et ça se peut qu'il y ait une cotisation spéciale parce qu'il y a un bout du parement de mur qui a commencé à chanceler, qui n'était pas annoncé. Donc, il faut comprendre que c'est évolutif, c'est pas statique. C'est sûr que les gens disent « ouais, mais je l'ai déjà rempli ». Oui, mais il y a peut-être une raison pour laquelle il faut peut-être le remplir. Si la transaction a lieu quelques semaines après, c'est une chose, mais si elle a lieu quelques mois après, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je pense qu'on a l'impression des derniers moments parce que tout se fait en même temps, tandis qu'en 2013-2014, on pouvait avoir un DRCOP qui était rempli pendant 2 ans. Mais effectivement, non seulement ça, mais sur la promesse d'achat, il y a une question à cet effet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé depuis que le DRCOP a été complété? La question, elle est posée. Alors donc, s'il y a lieu, il faut faire une mise à jour. Effectivement.
Il est déjà 8 heures. Je suis triste parce qu'on n'a pas eu le temps de jaser de plein de choses. Il va falloir, Maître Jolicoeur, réinviter M. Hiriard pour encore parler du rôle du courtier immobilier parce que c'est un pivot dans les transactions. Il y a plein de gens qui ont des questions, des connaissances, qui peut faire... il y a des questions dans le chat que j'ai pas eu le temps de répondre. Je suis désolée, chers auditeurs. J'essaierai de voir avec notre contrôleur Gabriel si je peux pas répondre ou on peut pas répondre plus tard. Mais ça a été très intense. On a manqué de temps encore une fois, mais on vous suggère les thèmes principaux, les explications complètes de tout ce qui est des discussions de ce soir. Vous allez retrouver ça dans le nouveau livre de Maître Yves Jolicoeur, qui a pris le temps de rédiger une deuxième édition qui est mise à jour avec tous les changements législatifs et du marché. Donc, c'est intéressant. Pour 24,95, j'avoue que c'est un très bon investissement. Et quand on est copropriétaire ou administrateur en copropriété, je répète que sur le site de Wilson et Lafleur et sur Condo Légal, il y a plein de publications disponibles que vous pouvez vous procurer. Et on les voit justement apparaître à l'écran. Donc, c'est investir dans des petits montants qui vont sûrement rapporter gros pour vous, pour votre copropriété. Donc, ça fait un plaisir encore ce soir d'être avec vous. Merci beaucoup, Maître Jolicoeur, comme toujours. Merci beaucoup, Patrick Hiriard, d'avoir été présent avec nous. Je vous confirme qu'on va vous réinviter. Je ne sais pas juste quand, mais on va vous réinviter parce qu'on a plein de choses à jaser sur le sujet et ça intéresse beaucoup les auditeurs et les auditrices. Ça me fera plaisir, Madame Couture. Ça me fera énormément plaisir. Excellent. Continuez de travailler fort pour les courtiers immobiliers parce que d'autres aussi travaillent très fort. Merci, mais je fais une petite correction. Je travaille très fort pour le public, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez tellement été impliqué dans la formation, tout à fait. J'ai bifurqué un petit peu. Mais pas grave. Et continuez de travailler pour le public. On l'a dit tantôt, c'est une grosse transaction dans la vie des gens. Il faut que ça se passe le mieux possible pour que les gens soient heureux. Donc, c'était une commandite de Wilson et Lafleur ce soir. Encore merci. On vous revient le 11 mai. On ne peut pas vous confirmer le sujet encore parce qu'on travaille sur des choses ensemble pour arriver. Donc, les 2 prochaines radios vont être le 11 et le 25, si je ne m'abuse, en mai. Et on vous reviendra sur les médias sociaux pour vous aviser du contenu de ça. Donc, merci à vous tous. Merci, chers collaborateurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est un plaisir. Au revoir.